Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, il est 8h28. C'est l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens, et une revue que nous commencerons par les sites d'information israéliens tels que le Maariv et le Ynet qui reprennent des informations venant de l'étranger selon lesquelles des avions de chasse israéliens auraient bombardé durant la nuit un centre de recherche scientifique installé à Damas dans la région de Jamaïria, une banlieue de Damas. Apparemment, les avions israéliens auraient tiré 2 missiles ou plusieurs missiles air-sol qui auraient frappé ce centre, et l'on aurait entendu cette nuit à Damas plusieurs bruits d'explosion dans cette région, mais selon l'agence de presse syrienne Sana, l'artillerie et les systèmes de défense syriens auraient réussi à repousser, je cite, l'agression israélienne. Il s'agit là d'une nouvelle attaque moins d'une semaine après celle qui a frappé une base militaire iranienne en construction dans le sud de Damas. Bien entendu, il n'y a pas de réaction, ni de confirmation, ni de déclaration à ce sujet du côté israélien. Les sites d'information tels que le Haaretz annoncent ce matin dans leur page d'ouverture que le président américain Donald Trump a décidé de patienter encore quelques jours avant de prendre une décision concernant le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem en conséquence et dans l'absolu, puisque le président américain n'a pas signé ce report de la mise en application de la loi votée en 1995 par le Congrès américain, une loi qui oblige l'administration américaine à transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Eh bien, le Congrès peut entamer dès aujourd'hui des démarches visant à concrétiser sur le terrain un tel transfert. Cependant, on estime que le Congrès attendra de voir ce que va décider le président américain probablement en début de semaine prochaine, et on attendra également à Jérusalem et à Washington le discours que Donald Trump doit prononcer demain, mercredi, et durant lequel il est censé annoncer la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. L'une des estimations est que le président fasse effectivement une telle annonce, mais signe ensuite le décret présidentiel gelant tout ce transfert de l'ambassade. En marge, le Haaretz se fait l'écho d'une baisse sensible du soutien conditionnel des évangélistes américains à l'État d'Israël. Si les évangélistes de plus de 65 ans soutiennent l'État hébreu à 76%, leurs enfants, eux, ne le soutiennent mais qu'à 58%. Le site NRG et le Israel Hayom se font l'écho ce matin de la très vive colère des dirigeants israéliens après avoir appris que l'Union européenne était partenaire d'une exposition organisée par l'ONG d'extrême gauche B'Tselem sur le port de Jaffa à l'occasion du 50e anniversaire de ce que l'ONG a appelé l'occupation israélienne dans les territoires. Dans cette exposition, on peut voir les portraits de 50 Palestiniens qui tous sont nés sous ce que l'association appelle l'occupation israélienne. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Narshon, s'en est pris aux représentants de l'Union européenne qui ont participé à cette exposition. Il pense sûrement que le meilleur moyen de toucher le cœur des Israéliens, c'est de leur cracher à la figure, a déclaré Emmanuel Narshon. Nous sommes là témoins de cette même approche paternaliste et arrogante de l'Union européenne qui, au lieu de se rapprocher, ne fait que s'éloigner. Et dans un autre responsable israélien qui a tenu à conserver l'anonymat a qualifié la participation de l'Europe à cette exposition de honteuse. Les Européens se conduisent comme des moins que rien et c'est énervant, a déclaré ce dirigeant israélien donc, qui a tenu à conserver l'anonymat. On comprend pourquoi. Le Maariv cite ce matin un haut fonctionnaire de la police israélienne qui n'a pas hésité à affirmer que, je cite, David Bitan a terminé sa carrière politique, une déclaration donc qui est intervenue après que le président de la coalition gouvernementale ait été interrogé par les enquêteurs de la police sur l'affaire de corruption immobilière dans laquelle il serait impliqué. Le Israel Hayom a choisi de mettre en évidence ce matin une déclaration de David Bitan hier à la Knesset. Je n'ai pas l'intention de démissionner, a-t-il déclaré. Quant au Yediot Aharonot, il consacre les 3/4 de sa première page à l'affaire Bitan et aux répercussions que celle-ci est en train d'avoir au sein même du Likoud. Le journal révèle d'abord que l'épouse de David Bitan, Hagit Bitan, a été interrogée longuement par les enquêteurs qui lui ont montré des preuves d'entrée de quelques centaines de milliers de shekels dans son compte en banque personnel. Elle se serait contentée de répondre que les enquêteurs veulent s'en prendre à nous de manière ciblée. Elle a été assignée à résidence avec l'interdiction formelle de parler avec son époux. Et en marge, le docteur Yoaz Handel, qui fut dans le passé l'un des très proches conseillers de Binyamin Netanyahou, qui s'est depuis démarqué du Premier ministre, affirme qu'au sein du Likoud,
Plusieurs chefs de file du parti auraient envisagé en aparté et dans le plus grand secret une opération visant à destituer le Premier ministre de la présidence du parti. Il aurait lui-même rencontré Yoash Zandel, celui qui serait à l'origine de cette démarche, et aurait pu constater la violence de l'attaque frontale qui lui a exprimée contre le Premier ministre. Mais Yoash Zandel souligne qu'il ne s'agit là pour l'instant que d'un scénario théorique. Ce haut responsable affirme que l'une des options serait de réunir une conférence de presse conjointe avec les 5 plus hauts responsables du Likoud, qui sont donc sous Binyamin Netanyahou, et d'annoncer que l'un des 5 sera le prochain chef du Likoud. En tout cas, même si cette information est relativement floue pour l'instant, eh bien, elle est le reflet d'un certain mécontentement qui gronde au sein du Likoud face à ce qui se passe actuellement, tant dans l'entourage de David Bitan que dans celui du Premier ministre. Le NRJ, le site d'information, consacre sa page d'ouverture ce matin à une mise en garde de l'administration pénitentiaire israélienne. Attention, les prisons israéliennes sont surchargées et si la situation ne s'améliore pas très vite, eh bien, nous serons obligés de réduire l'incarcération de condamnés d'ici le mois de mars prochain et nous serons contraints de l'arrêter totalement en décembre. Au sein de l'administration pénitentiaire, on rappelle que la Cour suprême avait publié en juin dernier un décret ordonnant des démarches pour éviter une saturation des prisons israéliennes. Il était question d'abord de faire une distinction entre détenus de droit commun et détenus sécuritaires et d'améliorer les conditions de détention des prisonniers. Le Times of Israel, lui, relate l'inauguration solennelle hier à l'hôtel King David à Jérusalem du partenariat Power Africa entre Israël et les États-Unis. Ce partenariat initié par les Américains a pour objectif de permettre à tous les pays africains de fournir de l'électricité à toute leur population. À cette occasion, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui était l'invité d'honneur de cette cérémonie, s'est félicité du développement des relations entre Israël et les pays africains, dont les ambassadeurs ont d'ailleurs assisté à cette cérémonie, je crois, en l'Afrique, et je crois à un partenariat avec l'Afrique, a déclaré le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Nous parlerons de cette inauguration, de cet événement et des relations entre Israël et l'Afrique, en particulier en matière énergétique, avec Yossi Lesser, qui est le patron d'une société Blue Power qui justement fournit de l'énergie et de l'électricité à l'Afrique. Un mot de culture, on peut dire que c'est du jamais vu sur une scène de spectacle en Israël. Les journaux nous montrent une photo du célèbre chanteur chassidique Yonatan Razael qui s'est hier produit devant des milliers de femmes au Binyan Haouma dans le cadre du Yud-Tet Kislev, le nouvel an du chassidisme. Et pour ne pas voir ces nombreuses femmes, pourtant très religieuses, en train de danser, eh bien, il s'est tout simplement masqué les yeux avec un scotch noir très peu discret. Et le Yediot Aharonot consacre 2 pleines pages à cet événement et il donne la parole à une des femmes présentes hier qui ne s'est pas sentie humiliée par ce geste du chanteur. Ifrat Erlich, c'est son nom, a expliqué qu'il y avait dans cette démarche un fond de lumière, car au lieu de repousser les femmes derrière une cloison comme cela se fait ailleurs dans les synagogues, eh bien Razael les a laissées danser et ressentir pleinement la joie d'écouter ses chansons et de vibrer tout en continuant à jouer sa musique émouvante, tandis que Ren Artsi Seror, elle, ne comprend pas en quoi une femme peut être un objet menaçant et sexuel et qu'il faut effacer ce que l'on ne peut pas voir qu'il faut effacer et que l'on ne peut pas voir dans le blanc des yeux. Le service de production du chanteur a tenu à préciser après que la vidéo de Razael, les yeux recouverts de scotch noir, ait fait le buzz, que Yonatan Razael avait un profond respect pour son public féminin, que cette séquence de les yeux couverts n'avait duré que quelques minutes lorsque les femmes se sont mises à danser au bas de la scène et qu'il ne fallait pas donner à ce geste une autre signification. Et puis nous restons dans le Yediot Aharonot et dans un sujet semblable, puisque le journal affirme que dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim, on s'oppose formellement aux nouveaux billets de 100 et 20 shekels qui ont été mis en circulation il y a quelques jours. Pourquoi ? Eh bien parce que ces 2 billets renferment l'image de 2 femmes, les poétesses Rachel et Léa Goldberg. Dans le quartier orthodoxe, on évite même de retirer de l'argent des distributeurs de billets afin de ne pas avoir à prendre en main ces billets impurs, entre guillemets, donc montrant les 2 poétesses, Léa Goldberg et Rachel, une affaire à suivre, à n'en pas douter. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Yossi Lesser pour parler d'un partenariat entre Israël et l'Afrique en matière énergétique. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.